Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés actions un peu hésitants en Europe. Après la clôture, on notera un manque de tendance aujourd'hui sur les indices européens. Le DAX est légèrement positif quand le CAC, lui, cède 0,2% à l'arrivée. On préserve toutefois le niveau symbolique des 6500 points sur le CAC 40 cash. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les marchés américains évoluent là aussi sans grande tendance aujourd'hui, avec toujours un peu plus de faiblesse du côté du Nasdaq par rapport au Dow Jones, alors que la série de données de statistiques américaines du jour a été excellente à tout point de vue. Sur le front de l'emploi, on voit une accélération des créations d'emplois dans le secteur privé au mois de mai, avec le chiffre ADP du jour qui ressort proche du million d'emplois créés, 978 000 créations d'emplois au mois de mai après 654 000 en avril et 519 000 en mars. On aura ce vendredi les données du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, la photographie complète du marché du travail américain. On sait que ce chiffre de NFP avait été un peu décevant pour le mois d'avril à 266 000. On verra comment ce chiffre est corrigé et on verra évidemment le chiffre du mois de mai qui sera publié demain à 14h30. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, elles, marquent un nouveau plus bas post-pandémie sous les 400 000 inscriptions pour la semaine écoulée. Et puis sur le front des services, sans surprise, le chiffre du mois de mai est excellent. L'ISM Service établit même un nouveau record à 64. L'enquête ISM Service qui révèle évidemment l'accélération, la réouverture, la demande qui est là et la pression sur les prix évidemment qui va avec. Le marché obligataire est resté encore très calme aujourd'hui. C'est un point d'attention, un sujet de discussion qu'on pourra avoir avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, ce sera l'occasion de s'intéresser à une des nombreuses introductions en bourse en cours sur les marchés européens et sur le marché parisien en l'occurrence. Et c'est le PDG d'Affluent Medical qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15 ce soir. Tendance, mon ami, chaque soir, après la clôture des marchés européens, le résumé complet de la séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,21% à 6507 points. Les investisseurs à Paris qui ont pu suivre de nombreuses nouvelles aujourd'hui sur le plan monétaire, mais aussi économique ou encore géopolitique durant la séance. Sur le plan monétaire, tout d'abord, les investisseurs ont pu prendre connaissance hier soir du livre beige de la Fed qui constate l'accélération de l'économie américaine sur les dernières semaines, mais qui pointe la pénurie de main-d'œuvre dans le pays, qui empêche certaines entreprises d'augmenter leur production. Un manque de candidats qui pousse même parfois certaines entreprises, selon la Fed, à réduire leurs heures d'ouverture. Notons que la Fed mentionne également la cession graduelle d'un portefeuille de dettes d'entreprises racheté l'année dernière dans le cadre du plan d'urgence, tandis que le président de la Fed de Philadelphie a déclaré hier soir de son côté qu'il est temps de réfléchir au calendrier de réduction des achats d'actifs. Sur le plan économique à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance des indicateurs d'activité en Europe et aux États-Unis. En zone euro, tout d'abord, le PMI des services ressort à 55,2 points, légèrement au-dessus du consensus, mais surtout largement au-dessus de son niveau d'avril, à 50,2 points. Avec la forte accélération connue également dans le secteur manufacturier, cela donne un PMI composite pour la zone euro à 57,1 points, là aussi en forte progression par rapport à son niveau d'avril. Et regardons plus précisément pour la France, où la tendance est similaire. L'indice des services ressort à 56,6 points en mai contre 50,3 points au mois d'avril, ce qui permet au PMI composite donc de l'Hexagone de bondir de près de 5,5 points pour atteindre 57 points au mois de mai. Aux États-Unis, l'indice ISM montre lui aussi une accélération de l'activité dans les services avec un indice qui progresse de 1,3 points à 64 points, donc au total un record pour la composante service de l'indice. Mais les investisseurs qui ont également suivi quelques statistiques sur le front de l'emploi aujourd'hui avant le grand rendez-vous de demain et notamment l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis qui fait ressortir 978 000 créations d'emplois dans le pays, soit beaucoup
beaucoup plus que les 650 000 anticipés par Bloomberg. À voir si ces chiffres seront confirmés demain par les chiffres officiels du département du travail. Et notons enfin le retour de tensions géopolitiques sur les marchés alors que le ministre russe des Finances a annoncé envisager exclure les actifs libellés en dollars de son fonds souverain national, fonds souverain initialement créé en Russie pour appuyer le système des retraites. Le fonds souverain remplacerait ces actifs par une plus forte proportion d'actifs en euros, en yuan ou en or. Et géopolitique toujours, Bloomberg rapporte de son côté que Joe Biden travaille sur une mise à jour de la liste noire des entreprises chinoises dans lequel il serait interdit aux Américains d'investir. Au-delà des entreprises en lien avec l'armée, qui avait déjà été liste déjà établie par son prédécesseur Donald Trump, cette nouvelle liste concernerait plus généralement les technologies de défense mais aussi de surveillance. Du côté des valeurs à suivre à Paris, on note rapidement que Saint-Gobain annonce tabler sur un résultat net et une marge d'exploitation record pour son premier semestre 2021 suite à la bonne tendance affichée au mois d'avril et au mois de mai. Une annonce qui permet à la valeur de gagner 4,19% en clôture ce soir, tandis que Rémy Cointreau voit son résultat opérationnel progresser de près de 13% en données organiques sur l'ensemble de son exercice 2020-2021 à 236 millions d'euros. Le groupe qui annonce également anticiper une bonne croissance, selon ses mots, de son résultat opérationnel courant pour son prochain exercice. Rémy Cointreau qui perd ce soir 3,3% en lien, selon certains observateurs, avec la stratégie américaine que Rémy Cointreau souhaite mettre en place. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs suivront donc les chiffres de l'emploi aux États-Unis selon le département du travail. On note que le consensus est à 661 000 après la déception du mois d'avril. On rappelle qu'au mois d'avril, le consensus attendait 1 million de création d'emplois et que les chiffres du département du travail faisaient ressortir 266 000 créations sur la période. Et les investisseurs qui suivront également les ventes au détail en zone euro, tandis que les ministres des Finances de la zone euro entameront une réunion de 2 jours dans le cadre du G7. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Saunier nous accompagne ce soir, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel, bienvenue. Bonsoir, merci. Merci d'être là. Merci à Sébastien Lalvé de nous accompagner également. Bonsoir Sébastien, directeur général de la financière Arbevel, et Malik Hadouk qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Malik. Bonsoir. Directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Commençons peut-être avec les chiffres américains, tous meilleurs les uns que les autres sur le front de l'emploi. Je disais, création d'emplois dans le secteur privé quasiment à 1 million sur le mois de mai. On aura le chiffre global demain. L'ISM Service qui bat un record au mois de mai avec, bien sûr, quand on regarde l'enquête un peu plus précisément, des pressions sur les prix qui sont de plus en plus manifestes. Et un marché obligataire, comment on pourrait dire ça, Malik, qui s'est un peu endormi au volant ? Le taux 10 ans américain tourne toujours autour de 1,60, très tranquillement. Ouais, c'est la grande question depuis quelques temps. Alors, les chiffres sont très bons et c'est vrai que les taux 10 ans restent quasi stables, puisqu'on n'a même pas encore retrouvé les niveaux de 1,79 qu'on avait touché au mois de mars, alors qu'on n'avait pas cette anticipation d'accélération de la croissance et des prix, même si le marché anticipe toujours. Mais là, honnêtement, on est dans une situation où même le beige book d'hier a fait état de pression, à la fois due à un manque de main-d'œuvre, mais aussi à des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Donc nous, on est conscient que même si cette inflation n'est peut-être pas structurelle, il y a des éléments qui montrent qu'elle est présente et qu'elle va accélérer. On a aussi des éléments en provenance de Chine, avec le CAC-SIN qui a été publié ce matin, où les autorités chinoises mettent en avant des pressions énormes inflationnistes venant à la fois du prix des matières premières, du prix des transports et des salaires. Donc, rappelez-vous, en 2009-2011, d'ailleurs, les pressions inflationnistes étaient venues de Chine d'abord, puisque les prix à la production avaient monté de plus de 7% à l'époque, pour atteindre un record. Mais si on fait une comparaison entre 2009 et 2011, où vous avez eu une pression inflationniste, c'est vrai qu'aujourd'hui, les mouvements, en tout cas les variations, que ce soit sur le prix des matières premières et du pétrole, sont beaucoup moindre. Pour autant, nous, on n'est pas confort avec ce niveau de taux aux États-Unis. Le pricing de marché, pour vous, est trop complaisant. Non, le marché est trop complaisant, oui. Ouais. Et comment ça va se passer alors ?
Nous, on est toujours... oui, c'est la question essentielle qui va d'abord impliquer les futurs investissements. Mais nous, on considère que les taux américains doivent et devront monter. Quand vous dites les taux, c'est les taux nominaux les taux réels. Les taux réels. Donc les taux réels devraient reprendre leur ascendance haussière parce qu'on est... Et la progression des marchés à laquelle on a assisté a été soutenue aussi par la faiblesse des taux d'intérêt réels qui ont rebaissé. Donc d'une certaine manière, l'inflation est plutôt bien anticipée par le marché. Maintenant, il faut qu'on anticipe, pour dire les choses simplement, l'inflation n'est pas vraiment bien anticipée. Le marché anticipe qu'on ne va pas aller plus loin. Et qu'il ne va pas avoir d'accélération, qu'elle est transitoire. Et nous, on pense qu'elle va se poursuivre et que les taux devront s'ajuster. Et donc, si les taux réels doivent remonter, c'est qu'il faut prendre en compte à un moment que la Fed ne va pas rester immobile et patiente ad vitam aeternam. Non, pas ad vitam aeternam. Donc, vous avez la réunion de juin qui arrive. Je pense qu'ils vont faire état de progrès à la fois sur la partie croissance économique, c'est ce que révèle le Beige Book. Mais pour autant, il y a cette problématique du marché du travail sur laquelle la Fed ne peut rien. Puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 15 millions de gens qui continuent à recevoir des allocations chômage sectionnelles. Il y a 8 millions de postes ouverts. Et pour autant, il n'y a pas de retour marqué encore sur le marché du travail. Donc il y a ce qu'on appelle le slack sur le marché du travail qui est encore présent. Et la Fed ne peut rien faire contre cela. Elle ne va pas obliger les gens. C'est pour ça que certains États ont décidé de renoncer à ces avantages exceptionnels et on devrait avoir une normalisation du marché du travail. À ce moment-là, la Fed pourra modifier sa politique. Et là, ça sera une autre paire de manches parce que le marché va commencer à l'anticiper. Mais pour l'instant, il n'anticipe pas, pour juin en tout cas, un changement dans le discours de la Fed. D'accord. Donc il faut déjà réajuster l'anticipation d'inflation et ensuite la manière dont la Fed va progressivement réduire le soutien, les achats d'actifs qu'elle mène chaque mois. Oui. Ça, c'est la séquence pour les prochains mois. D'accord. En termes, je sais pas, d'objectifs ou en termes de niveau de taux, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce que c'est toujours 2%, le chiffre magique que tout le monde avait en tête il y a quelques mois? Est-ce que ça peut être beaucoup plus? Pour avoir beaucoup plus, il faudrait vraiment que l'inflation sorte de son range très fortement. Et nous, on a toujours un objectif dans un premier temps, alors c'est très compliqué, mais entre 1,85 et 2% sur le 10 ans. D'accord. Oui. Dans un premier temps. D'accord, dans un premier temps. On verra ensuite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je regarde ça par rapport au mouvement qui a déjà été fait de correction obligataire. On est passé de 0,50 à 1,60 aujourd'hui, 1,79 fin mars. Donc voilà, il reste... Une croissance économique qui accélère, des anticipations d'inflation qui accélèrent encore. Donc nous, on considère que les taux sont sous-évalués à ce niveau-là. Bon, débat, discussion, ou je ne sais pas si vous partagez les éléments d'analyse de Malik, Michel, sur l'inflation, l'évaluation du cas. Alors on en parle tous les jours évidemment, mais l'évaluation du cas inflation peut évoluer justement, peut changer, et sur le pricing de marché. Oui, la situation aux États-Unis elle est très particulière et différente de celle qu'on a en Europe ou même en Chine. Ce qui est sûr, c'est que les États-Unis ne font pas les choses à moitié. C'est-à-dire que le plan de relance a été ultra violent, comme à leur habitude, même plus. On avait vu après la grande crise financière, ils avaient montré le chemin. Malheureusement, en Europe, on n'a pas su les suivre par conservatisme. Aujourd'hui, on a un pays qui a finalement moins connu la crise que l'Europe, par exemple, puisque l'année dernière, il faut se rappeler que les États-Unis ont une récession de seulement 3,5%. C'est pas grand-chose par rapport aux 5,5-6 qu'on a eu dans l'Union européenne. Et ils vont rebondir plus fort cette année, puisqu'on attend une croissance de 6 à 7%. Et on est bien parti pour le faire, vu les chiffres que vous avez mentionnés en termes d'économie. Donc l'inflation, elle est là. Et ce qui est important de voir, quand on parle d'inflation, c'est le point de départ. Et le point de départ aux États-Unis, il est clairement très inflationniste. C'est-à-dire qu'on a une situation où tout fonctionne, où par exemple, si on regarde l'output gap, c'est la différence entre la capacité de production et la production réelle. Aujourd'hui, on a 0. C'est-à-dire que toutes les capacités de production sont utilisées à plein. Ça, c'est inflationniste. Ensuite, on s'aperçoit qu'en effet, tous les plans de relance ont fonctionné. C'est de l'argent directement dans la poche du consommateur américain qui s'est remis à consommer fidèle à son habitude. Donc pour moi, il y a un vrai souci réel pour les États-Unis, qui n'est pas forcément le cas en Europe ou ailleurs. Mais aux États-Unis, on peut se poser la question de l'inflation, d'autant plus qu'il y a des facteurs conjoncturels, comme les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Alors c'est pas de bol, et c'est totalement conjoncturel, mais ça joue à court terme, avec évidemment des contre-pieds parfaits sur des industries qui ont complètement annulé leurs commandes et puis qui derrière
vu le rebond extrêmement violent, sont obligées de recommander, mais en attendant, elles ont perdu leur place dans la file d'attente. Ouais. Donc voilà. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que moi, nous, ce qu'on pense, c'est que le 10 ans américain, en effet, il est sacrément piloté et sous contrôle par la Fed, mais il faut se rappeler quand même que début 2018, on était à 3% sur le 10 ans. Donc aujourd'hui, être entre 1,5 et 1,7, vu la vigueur de l'économie américaine, je trouve que c'est peu cher payé pour le risque inflationniste qui pourrait arriver. Ouais. Ouais, et donc, quoi, la Fed est proche de commettre une erreur en se mettant aussi en retard, ou est-ce que non, le marché est toujours, estime toujours que la stratégie de la Fed fonctionne? L'histoire des 40 dernières années, c'est que pour avoir de l'inflation, il faut y aller franco. Ouais. Regardez les précédents au Japon. Alors, le Japon, une histoire très spécifique, etc. Mais il a fallu attendre les Abenomics pour que ça frétille un tout petit peu, et AB était allé vraiment à fond. Et puis même nos précédents, la grande crise financière, on s'aperçoit qu'en dépit des initiatives américaines qui déjà à l'époque étaient violentes, on n'a plus d'inflation. Donc on a toujours le sentiment, je pense, qu'il vaut mieux en faire trop que pas assez aux États-Unis, et qu'il faut d'abord installer la croissance économique avant de se poser la question de couper l'herbe sous le pied. Bon, maintenant, ils disent qu'ils discutent de discuter du tapering. Ils préparent le marché. Donc ça va arriver, évidemment. Et forcément, ça va faire mal, comme à chaque fois. Mais bon. Qu'est-ce qui empêche le marché de pricer ça, justement, de l'anticiper parce qu'il faut que ça se fasse dans l'ordre, il y a des étapes, une séquence à respecter. Pour moi, c'est une énigme. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi c'est si lent. Pour moi, c'est la Fed qui doit piloter ça. Il n'y a pas de consensus. Sébastien. Il y a des économistes qui vous disent aussi qu'on a vu le pic d'inflation. Il n'y a pas de consensus absolu non plus, en fait, en réalité. Donc ça, et qu'on retrouvera très vite une situation normale d'inflation, enfin normale au regard des 10, 15, 20 années précédentes. En fait, sauf qu'en réalité, il n'y a rien qui est normal aujourd'hui. C'est tout le problème de la période actuelle, c'est qu'en réalité, l'histoire ne nous sert à rien. On parle d'inflation, est-ce que c'est conjoncturel, structurel? Il y a eu à la fois la pandémie qui a fait que toutes les économies du monde à un moment sont arrêtées, redémarrent pas de façon synchrone parce que les Asiatiques ont démarré avant, mais il y a quand même plein de zones qui redémarrent quand même en même temps, ce qui est quand même jamais arrivé dans l'histoire ou presque. Tu as eu le canal de Suez qui a été bouché, il y a eu pas mal de trucs qui sont arrivés en même temps qui font que la situation elle est quand même pas classique totalement. Donc je dirais tout rapport à l'histoire est nul et non avenu. C'est le problème des économistes en réalité qui ont un peu de mal à partir du moment où ils n'ont jamais connu la période. Mais c'est vrai que la crise, l'origine de la crise est totalement différente. C'est une crise qui vient d'un facteur exogène et pas d'une rupture, qu'elle soit économique, financière ou immobilière ou quoi que ce soit. Donc là, clairement, on part d'un point de vue où en fait, le rebond est aussi rapide que la crise. Et on part d'une base qui est finalement intacte en termes de production financière ou autre. Les banques, elles ne sont pas en train de penser leur plaie comme en 2009. Là, on est reparti à fond les ballons comme si de rien n'était, parce que finalement, le vaccin a réglé le problème, entre guillemets. Donc oui, c'est totalement atypique. Et puis encore une fois, généralement, quand on sort d'une crise classique, on a un problème de demande. Et puis l'offre derrière est là. Et là, ça s'est complètement inversé. On a un problème d'offre et la demande est déjà là. Et par contre, ce qu'il y a en plus, je dirais, c'est que tu as aussi des évolutions sociétales. En plus, parce que le prétexte du nouveau monde fait qu'en plus, tu as la révolution verte. Qui était déjà embryonnaire avant, mais qui accélère. Et qui est inflationniste. Oui, tout à fait. Tu as... il y a plein d'aspects ESG qui sont inflationnistes, également. Donc, tu as tout ça, effectivement, en même temps. Mais à la fin, après... moi, c'est ma vision des choses aussi. Les marchés financiers aussi... on en est la preuve vivante en ce moment. Là, c'est je dirais pas qu'on fait aussi souvent des tempêtes dans un verre d'eau, mais il y a plein de sujets où on est tous, il y a un microcosme sur un sujet de l'inflation parce qu'il faut parler d'un truc. Et en plus, mais c'est pas neutre, il faut pas croire que c'est neutre, c'est qu'en plus, l'essentiel des flux aujourd'hui sont algorithmés. C'est de la gestion passive, c'est des algos pour qui, et c'est une raison, c'est peut-être une des réponses à laquelle pourquoi aujourd'hui l'impact sur le 10 ans, qui est probablement le marché le plus liquide du monde, c'est que tous les flux, pour l'instant, sont super momentum. Et peut-être que le momentum, c'est pas inversé encore. Et que le jour où il s'inversera... Mais vous dites à un moment, l'inflation va être un problème pour le marché. Jusqu'à présent, ça s'est plutôt bien passé. À un moment, ce sera un problème. Je distingue deux trucs. Tu as la vraie vie, les boîtes, l'économie, la vraie, je dirais, et les marchés financiers. En plus, en sachant, il faut voir qu'aujourd'hui,
il y a des impacts sur les taux d'intérêt et sur les taux parmi les marchés les plus liquides du monde, des événements qui créent des impacts sur le marché infiniment supérieurs à ce qu'on a pu connaître en 2008, où là, tu avais des vrais trucs économiques qui se passaient. C'est-à-dire que les mêmes causes produisent des effets disproportionnés aujourd'hui par rapport à avant. Ça, c'est le fait des algos. Hein. Donc, tu as aussi cet élément-là. Aujourd'hui, les causes ne produisent pas les mêmes effets parce que ce n'est pas la même structure de marché. Un dernier point, en fait, un autre point, c'est qu'on a quand même aussi l'impression que l'austérité, c'est fini. Hein. Alors, peut-être qu'il y a des... Alors, aux États-Unis, il n'y en a jamais eu. Parce que là, j'ai la tribune de Wolfgang Schäuble dans le Financial Times sous les yeux, qui nous dit que la paix sociale en Europe, et c'est un vrai sujet, le S de l'ESG, c'est pas rien, nécessite un retour à une discipline budgétaire. A contrario, moi j'ai tendance à dire le contraire. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'agitation sociale, voire du populisme. Et que la meilleure façon de l'amplifier, c'est de revenir à l'austérité. Donc là aussi, c'est un autre élément qui milite en faveur d'un laxisme prolongé au niveau budgétaire et monétaire. C'est qu'il faut donner le sentiment au peuple qu'il peut s'enrichir et qu'il a un avenir devant lui. Bon, je reprends quand même l'idée du tapering, hein, donc c'est la partie un peu technique qui attend la Réserve fédérale américaine, mais est-ce que ça peut être un sujet de marché ennuyeux ? C'est ce qu'espèrent certains membres de la Fed. Janet Yellen nous disait en 2017, alors à l'époque il fallait réduire le bilan, donc on était à une étape bien différente encore, mais il faut que ce soit aussi ennuyeux que de regarder de la peinture séchée sur un mur. C'était l'objectif de la Fed à l'époque. Est-ce que c'est possible ou est-ce que non ? Il y a quand même l'idée d'un wake-up call, c'est un peu ce que je comprends quand même de la discussion. Non, mais ça va finir par arriver, c'est indéniable. Et ce sera un problème pour le marché. Mais ça dépend à quel rythme ça va se faire, bien entendu. Mais à un moment donné, oui, il y aura un point d'inflexion, de toute façon, qui va arriver sur les marchés. Et dès maintenant, on sait que, par exemple, la Banque d'Australie a annoncé qu'au mois de juillet, elle va commencer à réfléchir à resserrer les vis, parce que la situation économique est bien établie. Et voilà, ils sont sortis assez rapidement de la crise sanitaire, même si vraiment, eux, ils n'ont pas vraiment connu ce qu'on a connu en Europe. Donc oui, l'idée du tapering va arriver. Maintenant, c'est le timing, qu'il faudra bien anticiper. Mais je pense que les banques centrales, maintenant, ont une communication qui est beaucoup plus établie, beaucoup plus claire. Donc ils avertiront les marchés à l'avance. Mais à ce moment-là, il faudra réagir. Et Par contre, ça veut dire la quoi ? situation en Europe est totalement différente. On pourra en parler, mais ça veut dire quoi ? Il faudra réagir. C'est-à-dire, ce signal-là, une fois qu'il est envoyé, une fois qu'on rentre dans la réalité du tapering, ce point d'inflexion, qu'est-ce que ça change dans la dynamique de marché par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui ? Quand les investisseurs prendront compte que le tapering va arriver, le marché corrigera. Une fois qu'il sera mis en place, les choses redeviendront. D'accord. Ça s'agiront. Ouais. Une fois qu'on aura levé l'incertitude ou l'épée de Damoclès sur à quel rythme est-ce qu'on va réduire les achats, ça on pourra revenir tranquillement sur le risque. Après, il y a une pression qui s'exerce quand même sur la Fed, qui est celle de la création de bulles localisées, qui se sont légèrement dégonflées depuis le début de l'année, mais on voit que ça repart quand même avec tout ce qui est Reddit, meme stocks, etc. On reparle d'AMC, GameStop, là, depuis quelques jours. C'est pas Robinhood, c'est plutôt Monty Python, in fine. C'est-à-dire qu'on va voler aux pauvres pour donner aux riches. Alors, c'est peut-être... expliquez l'histoire, Michel. AMC, grande chaîne de cinéma aux États-Unis, qui fait partie des valeurs identifiées depuis plusieurs mois maintenant par les investisseurs particuliers. C'est des valeurs qui étaient massivement shortées, et à un moment, je refais un peu l'histoire Wall Street Bet Reddit, parce qu'il faut quand même réexpliquer. À un moment, pour des questions de greed ou de politique, on va dire, les choses comme ça, certains se sont dit non, moi je veux pas que AMC meure, je veux pas que GameStop meure, et ces short sellers, on va s'en occuper. Et l'effet réseau avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui fait que, oui, à un moment, on s'est dit, tiens, les particuliers prennent leur revanche. C'est l'homme de la rue contre Wall Street. Et c'est aussi un facteur qu'on a tendance à oublier, c'est que 37 ou 40% aujourd'hui de la bourse américaine est détenue par les particuliers américains. Donc la structure du marché américain, ce n'est pas la structure du marché européen. En Europe, on est autour de 5-10% en fonction des marchés. Donc les marchés américains... Ce 37-40% que vous décrivez... Ça, c'est la détention du marché. Mais c'est structurel ou c'est un chiffre très élevé ? Structurel. D'accord. Alors ça a eu tendance à augmenter ces derniers temps depuis l'année dernière, évidemment, mais c'est structurel. C'est vraiment culturel aux États-Unis d'investir sur les actions.
Et il se trouve qu'en effet, ces meme stocks, c'est-à-dire des sociétés qui sont ciblées par les réseaux sociaux, Reddit, Twitter ou autres, sont quand même un élément, je trouve, assez singulier et caricatural des liquidités abondantes qui circulent, qui font que voilà, on reçoit un chèque de $2000, on va s'amuser au casino, et le casino c'est la bourse, et AMC. Alors pourquoi je disais que c'était Monty Python? Tout simplement parce qu'on voit que le management, à juste titre d'AMC, profite de cet afflux d'argent en bourse et donc de la hausse du titre pour émettre des actions, sauf que ces actions sont placées auprès de hedge funds qui se dépêchent de les revendre dans le marché dans la foulée, faisant baisser le titre. Donc bon, c'est pas faire attention, c'est un jeu pas forcément gagnant-gagnant. Oui. Et puis, aux côtés des particuliers qui impliquent parfois des gros poissons et des professionnels habitués de ce genre d'opérations financières. Ouais. Bah, et au final, ça finira mal. Hein. Qu'est-ce qui finira mal? AMC. Préciser. Mais je crois que parce qu'il y a des paniers qui sont faits par des banques d'investissement, et dans Goldman Sachs notamment, et qui présentaient ces paniers thématiques, et ils montraient que les sociétés les plus shortées sont aujourd'hui les paniers de sociétés qui ont le plus monté en 2021. Ouais. Donc en réalité, le marché fonctionne beaucoup par thématique, et ils ont un panier aussi sur le retail lover, donc toutes les boîtes qui sont adorées par le retail américain. Donc c'est le Bitcoin, les Tesla et les AMC et GameStop, ce qui est pareil, qui ont vraiment des performances hors normes. Mais ce qui est assez drôle, c'est que ça va changer d'une semaine à l'autre. C'est là que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... On parle du marché, mais il n'y a pas de consistance véritablement. Déjà, quasiment chaque jour peut être différent dans la thématique. Et ce qui est extrêmement troublant quand on regarde les fondamentaux comme nous, c'est qu'en réalité, il y a une uniformité au sein d'une journée ou d'une période qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y aura la journée où les boîtes favorites du retail vont beaucoup monter et les bitcoins... C'est assez étonnant, en fait. Et il y a vraiment... Et ça tourne. Mais je crois que mais au final, ça peut durer. Mais au final, les fondamentaux, ils reprennent toujours la main. Et si, malheureusement pour GameStop, le business de vente de jeux vidéo dans des magasins, à l'heure du online et des abonnements, c'est compliqué. C'est un modèle compliqué. Non, mais on voit bien que ces sociétés-là, GameStop, AMC, elles veulent aussi profiter de ce moment pour peut-être pivoter d'une certaine manière. Alors, l'avantage, parce que GameStop, que disait des magasins physiques, et encore, c'est Micromania. Hein. Chaque fois que je passe devant un Micromania, à Paris ou ailleurs en France, c'est blindé de monde. Non mais, petit sentiment personnel, ça ne veut pas dire que ça marche, évidemment, ils étaient quand même au bord de la faillite. Mais les jeux vidéo, c'est quand même une industrie massive aujourd'hui qui draine des dizaines, des centaines de milliards. Donc, mais ils ont peut-être quelque chose à recréer d'une certaine manière. Si Ubisoft fait aujourd'hui, et moi je les connais depuis longtemps, ils ont eu des marges à 2 chiffres, c'est qu'ils les refilent plus à Micromania, c'est qu'ils les vendent en direct. Hein. Donc est-ce qu'ils ont les managements qui sont capables de les faire pivoter? En tout cas, effectivement, lever des sous comme AMC en profitant de cette aubaine pour lever du capital, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Après, est-ce que l'investisseur il a raison d'acheter aujourd'hui? Ça, c'est un autre sujet. Et puis, gagner de l'argent pendant un mois en bourse ne veut pas dire que vous avez raison sur votre investissement. Vous avez gagné des sous, ça ne veut pas dire que vous avez raison. C'est deux choses totalement différentes. Non, mais pour ceux qui n'ont qu'un mois de bourse derrière eux, c'est déjà un contrat rempli. Comment vous, puisqu'on est sur la valorisation des marchés, comment vous regardez, alors au-delà si quand même sur ces petites bulles, ces petites poches d'exubérance, est-ce que c'est des sujets, des micro-sujets qui restent localisés globalement? Est-ce que les marchés sont dans des phases, dans des zones de prix qui deviennent dangereuses sur le marché américain? Sur le marché européen aussi, qui est le marché le plus fort en ce moment. Non, c'est le marché européen le plus fort en ce moment. Oui, sur le marché européen. Oui, j'ai dit américain. Non, mais je voulais dire européen. Le marché européen qui est le plus fort en ce moment. Il y a un effet de liquidité qui est évident. Hein. Il y a un afflux de liquidité. Et cet afflux de liquidité se déverse maintenant sur les marchés actions parce que ça reste, et à notre avis aussi, le marché le plus attractif. Sur les niveaux de valorisation, bien sûr, lorsqu'on regarde par rapport à une moyenne historique, on est bien sûr au-delà. Mais ce à quoi on assiste depuis quelque temps, c'est qu'il y a quand même aussi la poursuite de la progression des bénéfices anticipés qui accélère et continue d'accélérer, ce qui allège un peu la pression sur les valorisations, même si on reste très très élevé. Donc la clé aujourd'hui de la poursuite
de la hausse, même si nous, on pense qu'on est arrivé à un point d'inflexion et c'est que tout va se jouer en surface. C'est-à-dire que la rotation, et c'est ce que j'avais dit encore il y a 3 semaines quand j'étais présent, je pense que la rotation va encore accélérer à notre avis. Et c'est là que ça va se jouer. Mais les valorisations, oui, historiquement parlant, elles sont assez élevées. Donc il faut un ajustement va se faire. Je ne pense pas qu'on ait une marge de progression importante, mais c'est plutôt à la surface que les choses vont continuer à se jouer. Et c'est pour ça qu'on continue à privilégier les marchés européens et les valeurs des côtés à l'heure actuelle, et on continue sur cette stratégie-là. Ouais, sur l'idée fondamentale que les taux ont encore un mouvement à finir. Oui. En Europe, ce mouvement, vous l'évaluez comment, le mouvement potentiel Europe, sur les taux en Europe? Le mouvement en Europe, il a eu lieu avant les États-Unis, puisque dans un deuxième temps, c'est les États-Unis qui avaient monté de janvier à mars, c'est ça. Et les taux européens n'avaient rien fait. Et puis avec la réouverture des économies, l'accélération de la vaccination, etc., l'Europe a pris le relais. On a vu une remontée plus importante des taux européens, ce qui explique d'ailleurs l'appréciation de l'euro face au dollar. Et donc là, je pense que ça peut continuer si on avait une accélération des taux américains. Donc on peut retrouver un boom à zéro, ça ne me surprendrait pas dans les mois à venir. Mais drivé par la pente des taux américains avant tout, ou quand même les fondamentaux? L'inflation en Europe, elle n'est pas encore présente. On a du temps avant de revenir à l'objectif. 2%, on a eu d'inflation globale. Oui, globale. Ouais, sous-jacent, on est 1%, 0,9. Donc on a encore de la marge de manœuvre. Ce qui peut jouer en faveur des taux, c'est l'accélération de la croissance économique européenne qui est attendue pour le deuxième semestre. En plus, vous parliez de Schäuble tout à l'heure. La Commission financière européenne, c'est celle qui compte aujourd'hui. La Commission européenne a dit que les critères de Maastricht ne seront pas respectés. On les prolonge jusqu'à 2022. Donc, et en plus, on suspend le pacte. On suspend le pacte jusqu'à 2021. Donc on le prolonge d'une année. Et en plus, il y a l'idée d'un nouveau plan d'investissement supplémentaire qui serait aussi en dehors des critères de Maastricht et qui pourrait accélérer la croissance économique. Donc, je pense, et j'espère qu'on n'aura pas de contre-coup, mais on est bien parti pour une fois en Europe pour achever l'objectif. Non, mais parce que c'était ma question. C'est vrai que cette OPED de Wolfgang Schäuble, il marque un peu les esprits parce que c'est Wolfgang Schäuble. Il ne sera pas remplacé. Oui, non, mais je sais bien. Non, mais il doit quand même représenter encore quelque chose, et notamment en Allemagne. Pour les Allemands, c'était la question. Est-ce que l'orthodoxie revient une fois de plus beaucoup trop vite en Europe? Et puis sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan monétaire, on voit bien le débat à la BCE. Sur le plan budgétaire, quand bien même Bruxelles nous dit que le pacte reste suspendu, il suffit que quelques pays se disent non, nous on va le pacte c'est une chose, mais nous on gère nos finances publiques comme on l'entend. Ces gens ont mal à l'Europe. La régulation, les régulateurs européens. Sur le plan bancaire, c'est à tous les étages. C'est des gens qui ont fait du mal à l'Europe. Schäuble, Weidmann, c'est des gens qui étaient à contre-temps, qui ont retardé des décisions, qui de toute façon sont arrivées. Mais c'est pour ça qu'on avait tout le temps un train de retard par rapport aux Américains, parce qu'il y avait cette orthodoxie financière qui était absolument pas adaptée aux périodes récentes. Donc aujourd'hui, Weidmann tu vas expliquer comment aux populations que tu dois aller à l'orthodoxie financière, alors que je rappelle accessoirement qu'on est en récession en France au premier trimestre. Et que tu es dans des périodes, une période économique en Europe qui est quand même... C'est difficile d'appeler ça une récession. On a décrit que cette crise était complètement atypique et qu'il n'y avait rien de normal. Moins 0,1, bon, d'accord. On n'est plus... Ça fait quand même 2 trimestres de suite, c'est ça. D'accord. Non, mais, vas-y. Mais du coup, moi je pense qu'on est dans des périodes hors normes et utiliser une orthodoxie financière, c'est totalement anachronique. Et Weidmann et Schäuble, ils sont anachroniques depuis un petit moment. Donc moi, il est dans son rôle. Mais je pense que c'est anecdotique. C'est pas un signal faible de quelque chose qui est en train de revenir, encore une fois, plus vite que ce qu'on pouvait imaginer en Europe. Pourquoi la Cour de Karlsruhe, elle a voté le plan que les Européens, il y a un an, ont voté le plan de relance d'urgence. La Cour de Karlsruhe, elle l'a voté le mois dernier. Un an après le fait que l'Europe l'ait décidé, et au moment où les US étaient, on en a parlé au début, c'est qu'à partir du moment où tu as un problème structurel de prise de décision, notamment à cause de cette frange représentée par Schäuble, tu as un problème structurel en Europe et tu rates tous les trains des modernisations diverses et variées. Donc tu as un vrai problème structurel en Europe à cause de gens comme ça. Ouais, enfin...
faut bien que ces gens-là, il faut bien que tout le monde vive ensemble aussi d'une certaine manière. Hein. Bon, on verra bien. Hein. Sur l'idée d'un retour d'orthodoxie en Europe, vous y croyez pas? Non, mais j'espère surtout que ça ne va pas arriver. Alors voilà, est-ce que c'est juste un espoir ou est-ce que c'est il y a des raisons pour dire que non, ça n'arrive pas là. La première raison, c'est qu'on a vu ce que ça a donné après la grande crise financière de 2009. Honnêtement, c'était un fiasco total. Hein, on ne va pas se leurrer. Donc j'espère qu'on a compris qu'il vaut mieux faire le pari de l'inflation ou d'être un peu en retard dans le cycle et d'avoir une économie bien relancée plutôt que de freiner avant même que ça recommence. C'est toujours pareil. Et ça, c'est valable aussi bien au niveau monétaire qu'au niveau budgétaire. Moi, ma grande crainte, c'est que les gouvernements recommencent à se poser des questions de hausse des impôts. C'est totalement, là encore, déplacé, anachronique, tout ce qu'on veut. Oui. On n'a pas encore de relance économique solide en Europe. On a toujours tendance à faire l'opposé des États-Unis. C'est-à-dire que nous, on crante plutôt vers le bas que vers le haut. Hein. Encore une fois, on a pris la vague très forte dans la figure l'année dernière. On va rebondir, mais moins que la vague qu'on a prise. On perd des plumes et du poids à chaque fois, hein, bien sûr. Donc attention, d'autant plus qu'on a quand même des arguments qui sont forts cette fois-ci pour penser, comme vous le disiez, que l'Europe a une carte à jouer cette année. Hein. Encore une fois, on est la région économique la plus ouverte sur le monde, donc quand ça repart, généralement, on en profite un peu plus que les autres. On a des valorisations qui sont quand même attractives par rapport à tout le reste du monde, parce qu'on a toujours été le parent pauvre, en tout cas depuis au moins 10 ans. Le bull market, ça s'est un peu fait sans nous quand même. Hein. Là, le stock 600, il vient de casser les 400 points, ça fait 20 ans qu'on attendait quand même. Hein. Donc on n'est pas sur la base du Nasdaq qui bat record sur record depuis un certain temps. Donc non, il faut faire le pari de la reprise économique, de moins d'orthodoxie. Et moi, j'ose espérer que les politiques et tous nos dirigeants ont tiré les leçons de ce qui s'est passé sur les 12 dernières années. Sinon, il n'y aura pas plus d'Europe, il y aura moins d'Europe, et on aura un vrai problème social aussi. Bon. Avec des rendez-vous politiques qui vont être importants, j'imagine. Septembre, l'Allemagne, France 2022, évidemment. Ça peut poser D'ailleurs, il y a un timing qui est très inquiétant. C'est que l'Allemagne, c'est septembre, et on va avoir un effet inflationniste qui va risque de tomber pile poil à l'été. Bien sûr. Puisqu'on est en train de redémarrer aux États-Unis, en Europe, pardon. D'autant plus que, si vous vous rappelez bien, les Allemands ont eu la bonne idée de baisser le taux de TVA l'année dernière en juillet. Hein. Ils l'ont relevé cette année en janvier. Sauf que l'effet de base, on va l'avoir sur juillet. Donc en fait, ça va être inflationniste. On va avoir 3% d'inflation en Allemagne. Ce qu'ils ont plus vu depuis. Et ça tombe 3 mois ou 2 mois avant les élections. Donc ça, voilà. Donc Schäuble, il va pouvoir à nouveau fanfaronner, ou en tout cas mettre en garde tout le monde. Mais il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. C'est comme les politiques qui t'expliquent que même Biden veut augmenter les impôts. Oui. Tu vois, tu te dis, c'est juste la tendance qui compte, c'est pas le niveau. Mais où est-on ? Moi, je crois qu'il va falloir faire. Non, mais il va falloir faire avec cette idée-là que les termes du débat américain, beaucoup vont s'en emparer en Europe pour les transposer à une situation européenne qui est très différente. Sans parler des chiffres. Oui, mais ce sera, je pense, une réalité politique. Mais je sais bien, c'est pour ça avec laquelle il va falloir qu'on vive. L'année prochaine, pas cette année. Pas cette année. Ouais, c'est encore trop tôt. J'ai pas. Non, mais c'est sûr, parce que récession par récession, oui, on n'a pas encore eu nos 2, 3, 4 trimestres de croissance positive, forte et en accélération. Même si les boîtes cotées, donc pas les toutes petites, mais les boîtes cotées qu'on a la chance de côtoyer, dans lesquelles on investit, ça va bien et ça va même très bien. D'entre elles. À propos de boîtes cotées, parlons de celles qui ne seront pas cotées. Il y en a au moins 2 dans le pipeline d'introduction en bourse, très fourni. Il y a plus d'une cinquantaine d'IPO en Europe en ce moment, une dizaine en cours ou déjà réalisées à Paris. Alors, il y en a 2 qui ne sortent pas. Équateur, qui était un petit dossier dans la commercialisation d'énergie renouvelable. C'est ça pour les particuliers, pas des producteurs, mais des vendeurs, en l'occurrence. Mais surtout PHE, qui était quand même la plus grosse pour l'instant annoncée en termes de produits d'émissions d'augmentation de capital. Donc PHE, c'est pas connu, mais on connaît Autodis ou Oscaro.com, les pièces détachées automobiles. Et donc l'ambition, c'était quand même de lever 450 millions d'euros. Le dossier ne sort pas. En fait, on ne sait pas pourquoi il ne sort pas. Hein. C'était détenu par Bain, donc par un private equity, qui, ça n'engage que moi, est assez gourmand dans les multiples exigés pour les sorties de participation. Donc je pense qu'il y avait un problème de valorisation. Donc après, c'est toujours pareil, si c'est l'offre et la demande, et en tant que société de gestion, on rencontre des sociétés en mode pré-IPO ou en early look, et on a un feedback sur la valorisation, ce qu'on est prêt à payer.
Tout simplement que les investisseurs ont expliqué aux banquiers qu'ils étaient prêts à le faire, mais pas au prix que Bain a accepté. C'est peut-être ça. Je ne suis pas dans la confidence, mais ce n'était pas donné en multiple. Hein. Non. Parce que pour une activité qui n'est pas si en croissance que ça. Donc tu as de la croissance, mais c'est pas non plus Believe, hein, un autre candidat à l'industrie musicale cette fois. Et qui a lui aussi réduit l'ambition. Qui a réduit un petit peu la taille peut-être. Ouais. Mais là, c'est comme il charge 300 millions quand même. Hein. Oui. Et, au lieu de 500. Et puis après, moi je suis manager de Believe. On me dit la valo, c'est pas exactement ce que je pensais au début. Tiens, je lève un petit peu moins. Et puis si ça se passe bien, je fais une belle histoire boursière. Et 200 millions de plus, j'irai les chercher dans un an quand j'aurai délivré, que la valo sera meilleure. Donc, pas forcément incohérent. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de précédents quand même. Comme tu disais, il y a quand même un afflux très important. Oui, il y a beaucoup de papiers. Il y a eu une bulle, alors surtout aux États-Unis pour le coup, parce que le phénomène IPO, SPAC. Donc, ça vient des États-Unis. Honnêtement, en Europe, c'est loin d'être l'euphorie aujourd'hui. On a quelques deals, surtout de petite taille aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a des précédents assez récents où il y a eu des valorisations recherchées qui étaient trop élevées. Et puis derrière, c'est exactement ce que tu disais, le parcours boursier a été mauvais. Donc ça échaude un peu les gens. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux réduire la taille et avoir un prix un peu plus attractif. Enfin, faire ça de façon plus propre plutôt qu'essayer de... Après, je me mets à la place de Bain. Enfin, quand on voit les multiples du private equity aujourd'hui, c'est quoi 15, 16, j'ai vu un deal 19 fois les bits ou les bidas, j'en sais rien. Bon, ils doivent se dire, attends, il faut que la bourse m'offre la même chose. Tu sais, c'est le Milstigri, il faut toujours te refiler le truc. Et entre boîtes de private equity, ils aiment bien faire ça. Nous, entre guillemets, dans la gestion cotée, ça peut être potentiellement un petit peu différent, parce que si tu te trompes, avec le marché D-rate, tu n'as pas le temps de le refiler aussi facilement que ça. Et puis par contre, la bonne nouvelle pour les épargnants qui nous regardent, c'est que dans le pipeline de sociétés qui arrivent en bourse, parfois plus petites comme tu disais, c'est assez varié. Ça montrera une fois de plus que l'écosystème des PME françaises est extraordinairement varié. Nous, je sais qu'on a garanti l'opération notamment de Homer d'Ecugis. Ouais. Ils viennent la semaine prochaine, je crois. Qui est assez rigolo comme histoire, de Namer, une autre petite histoire aussi. Donc il y a vraiment plein de choses qui arrivent et qui sont dans l'air du temps et qui montrent que l'écosystème est assez riche. Donc moi je trouve ça extrêmement... Et que les valos soient un peu plus élevés, donc suscite des vocations. Pour l'écosystème et pour le pays, c'est très bien parce que ça va booster des croissances. Et au final, c'est bien. Puis après, c'est à nous, gérants, de faire notre boulot et d'accepter de voir combien on fait. C'est bien aussi un moment que le marché ou les investisseurs mettent une limite et n'acceptent pas effectivement tous les prix, même quand il y a un momentum très fort, que le marché est très bon, parce qu'ils nous disent... Équateur, ce que tu ne sais pas, c'est qu'Équateur, ils se vendaient comme un distributeur d'énergie verte. Donc, ils avaient le label vert, qui est important pour avoir des valos élevés. Et que je pense qu'en mars ou en avril, ça serait passé. On a vu avec HRS dans l'hydrogène qu'il y avait une valorisation qui était quand même assez stratosphérique. En mars, c'était le pic de la bulle verte. Voilà. Et là, Équateur, ça suffit pas. Et parce que honnêtement, le truc était un peu cher. Donc, et là, peut-être c'est pareil. On leur a dit à ce prix-là, ça passe pas, mais à là, ça passerait. Ils n'ont pas accepté. C'est un choix. Peut-être qu'il y avait des PE qui étaient private equity. Non, mais c'est plutôt l'idée d'un marché d'investisseurs qui reste sélectif, même quand tout va bien, quoi. Non. On n'est pas dans l'euphorie, là. Non, clairement, ça reste sélectif, tout à fait. Il y a pas de... Après, tu sais, il y a toujours... Quand il y a une opération qui ne se fait pas, c'est la première qui ne se fait pas. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune analyste financier, quand il y a eu Boo.com en 2000, qui a été la première start-up Internet qui a fait faillite, je suis allé au morning meeting en disant c'était un business model tout pourri, donc le fait que ça ne marche pas, c'est pas grave, c'est plutôt sain. Sauf qu'en réalité, c'était un changement de tendance, c'était la première. Tu vois, donc deux façons de voir la chose. La façon de dire, le marché fait le tri, c'est sain. Ou le marché n'a pas encore compris ce qui arrivait, ce que ça impliquait comme changement. C'est juste que c'est pas passé parce que les gens veulent plus y aller. Tu sais pas. Et ça, il n'y a que l'avenir qui le dira. Pour finir, je voulais dire un petit mot des émergents, peut-être Malik, parce que bon, l'Europe, ok, je comprends, ça reste un marché fort et c'est le bon marché là où il faut être aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment, il faudra quand même se réintéresser aux émergents? À quelles conditions? Alors, c'est pas encore fait, mais on a vu quand même les actions chinoises, là, c'était la semaine dernière, je crois, une semaine très forte, on a vu quand même des rebonds.
Ça commence à rebondir. Non, les forts rebonds qu'on a eu. L'Inde ? Non, le mois dernier, c'était l'Europe de l'Est et l'Amérique latine. Alors, beaucoup plus. Europe de l'Est, Amérique latine. Alors, le problème il y a le marché indien aussi qui visiblement a bien fait. Le marché indien, il n'a pas été touché même par l'épidémie, oui, c'est sûr. Ouais. Mais sur les marchés émergents, c'est vraiment la campagne de vaccination qui est en retard qui les pénalise. Hein. C'est pas autre chose. Et là, on a par exemple des pays comme le Vietnam ou la Thaïlande qui sont dans des situations assez compliquées. Ouais. Même la Malaisie, ça a des impacts aussi sur les productions. L'Asie est en train de se prendre une 4e vague, hein. C'est un peu l'idée. Oui, une petite, mais quand même 4e vague qui entraîne des restrictions assez importantes et qui va alimenter aussi le sujet sur les ruptures de chaînes d'approvisionnement. Le Vietnam, c'est quand même 50% des exportations de Samsung en Corée. Donc voilà, tout ça, c'est ça qui freine les émergents. Et nous, aujourd'hui, on est enclin à revenir notamment sur l'Amérique latine. Ah, oui. Intéressant ça. Parce que le cycle des matières premières, le cycle de rebond va a priori permettre à l'Amérique latine, qui était très en retard l'année dernière, à cause du Brésil, à cause de la politique, mais aussi à cause de la crise sanitaire, de rebondir. Donc on reprend des positions depuis quelques jours sur l'Amérique latine. Très intéressant. Michel ? Les émergents, c'est très hétérogène en fait. Alors, je ne sais pas si la Chine c'est encore un pays émergent, honnêtement déjà. Mais moi, ce que je remarque, c'est que cette crise sanitaire, elle a encore creusé l'écart entre pays développés et pays émergents. Dans le sens où... Chine à part alors. Chine à part. Ouais. Dans le sens où, si on regarde bien, ils n'ont pas eu les moyens de faire ce que les États-Unis et dans une moindre mesure l'Europe a fait, c'est-à-dire faire une relance budgétaire massive, parce qu'ils n'ont pas le budget et les finances. Et de la même façon, au niveau monétaire, vous l'avez vu, que très très vite, ils ont lâché l'affaire, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés de monter les taux, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'attraction que nous avons, nous, chanceux, on ne prête qu'aux riches, hein, c'est ce qu'on dit souvent, et malheureusement, c'est vrai. Ouais. Donc pour moi, c'est un accélérateur de la divergence entre ces deux mondes, hein, le monde développé riche et le monde émergent un peu moins riche. Et ça pose question. Et si on croise ça avec une gestion souvent de la pandémie qui a été assez approximative, hein, notamment en Amérique du Sud, le tableau n'est pas super rose. Voilà. Et puis si on a les taux américains qui augmentent, c'est-à-dire que le dollar va s'apprécier. Le dollar qui s'apprécie, c'est jamais bon. Enfin, les deux ne sont pas bons pour les émergents parce que ça siphonne généralement l'argent qui, naturellement, irait chercher du rendement aux émergents. Il va le trouver aux États-Unis. Donc franchement, je ne suis pas super optimiste sur les émergents. Très bien, ce sera l'occasion d'en reparler. Merci à vous trois, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Les invités de Planète Marché qui étaient avec nous ce soir. Michel Saunier, directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Et Sébastien Lalvé, directeur général de la financière Arbevel. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est l'entrée en bourse d'Affluent Medical, prévue sur le marché parisien d'Euronext le 14 juin prochain. Et son PDG, Michel Finance, qui est à mes côtés en plateau. Michel Finance, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Déjà, parce qu'on parlait des introductions en bourse avec les invités précédents, c'est vrai qu'il y en a deux en moins. Deux opérations qui ont été suspendues, reportées, annulées. On verra ce qui se passe pour eux, notamment une grosse avec PHE Oscaro. Là, on est dans le secteur de la medtech. On va expliquer évidemment ce que fait Affluent Medical, mais déjà vous nous confirmez que vous serez bien coté le 14 juin prochain sur Euronext à Paris. Ah bah j'ai pas d'hésitation. Pas d'hésitation, puisqu'en fait, comme on cherche à lever 33 millions, on a déjà 20 millions qui sont apportés aux garanties. Donc l'opération, et ça se passe bien. Et puis il n'y a pas de raison, j'ai déjà une certaine expérience de vidéo, hein, on s'était rencontrés plusieurs fois. C'est vrai. Et on n'a pas pour habitude de ne pas les réussir. Et je pense que c'était important dans un marché actuel qui est, je dirais, fluctuant. Ouais. Je crois que c'est le mot, avec des succès, des échecs visiblement, des annulations, d'être à la bonne valeur et de savoir en fait ce qu'il faut faire pour que ce soit attractif. Bon, vous avez une longue expérience dans ce secteur des technologies médicales, medtech et biotech. Affluent Medical qui est né en 2018, c'est une société encore assez jeune, dans la galaxie Truffle, c'est ça, Michel Finance, effectivement. Principal, Truffle. Voilà, vous avez été chez Teradiag, Neovax, Carmat, qui était
le grand succès initial de Truffle, en tout cas celui qui a marqué tous les esprits. Affluent Medical, donc MedTech, je le disais, qui développe des prothèses innovantes. Il y en a quelques-unes qui sont déjà à des stades assez avancés, 2 dédiées à la cardiologie, une dédiée à l'urologie. Expliquez-nous alors l'intérêt, les innovations qu'il y a derrière ces prothèses, qu'apportent ces dispositifs médicaux dans les 2 indications, la cardio et urologie qu'on a pu citer, par rapport à ce qui existe ou ce qui n'existe pas d'ailleurs sur le marché. Alors, on va le prendre séparément parce que c'est pas le même modèle dans l'urologie ou dans la cardiologie. Alors, dans l'urologie, on s'attaque à l'incontinence urinaire. Alors, l'incontinence urinaire, c'est quoi ? C'est pas vital, mais c'est une qualité de vie. C'est un vrai problème de qualité de vie. Ça représente plus d'un tiers des plus de 85 ans qui souffrent d'incontinence. Si on regarde dans le monde entier, c'est 423 millions de personnes qui souffrent d'incontinence. Pour donner un autre chiffre, le traitement, si on peut parler de traitement, la manière de résoudre le problème, la pathologie, c'est de porter des couches. 29 milliards de dollars de couches se vendent annuellement pour les adultes. On ne parle pas des couches pour enfants. Donc, il y a un vrai besoin. J'ai en tête qu'au Japon, on vend aujourd'hui plus de couches pour adultes que de couches pour enfants. C'est valable dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde entier, on vend plus de couches pour adultes dans le niveau global que pour les enfants. Même alors j'avais pas cette. Le Japon, c'est vieillissant, donc ça peut comprendre, mais c'est valable. C'est un chiffre qui est valable pour le monde entier. Alors, c'est quoi l'incontinence urinaire ? Vous avez différents stades. Nous, on vise vraiment le stade avancé, c'est-à-dire des fuites urinaires quotidiennes, invalidantes, socialement et même physiquement pour les gens. Et c'est environ, on estime totalement l'incontinence, c'est 400 millions dans le monde, et on estime que le sévère à modéré, qu'on veut traiter, c'est 100 millions à peu près par an. Alors, il y a un produit qui existe sur le marché depuis 30 ans, qui est la référence parce que c'est le seul, c'est un sphincter artificiel. Donc le but, c'est de remplacer le muscle de l'urètre et le nerf qui génère le mouvement du muscle et qui ne se ferme pas correctement et qui est plus maîtrisé par la personne. Donc nous, on a développé un système urinaire simple implantable qui s'implante en 30 minutes. Donc célioscopie. Très peu invasif, hein, c'est ça, invasif, voilà. C'est un petit système intégré. En 2 heures, c'est réglé, on est sorti de l'hôpital. Alors, non, ça se fait pas encore en ambulatoire, mais presque. Le patient rentre à l'hôpital le soir, sous contrôle, il est opéré le matin, il ressort le soir. Donc on est pratiquement dans l'ambulatoire, proche de ça. Et avec un système de télécommande très simple, donc un petit anneau qui va se mettre autour de l'urètre, on a un petit boîtier en titane qui est relié à cet anneau, avec une batterie, avec un software, avec un logiciel et avec une petite vis sans fin qui active en fait l'anneau. Et à la main du patient, on ouvre et on ferme, tout simplement. Et c'est une avancée considérable. Ah bah oui, si depuis 30 ans c'était un seul produit. C'est à la main du patient. Il y a différents types de pression en fonction de votre activité. L'anneau est réglable par le chirurgien, par l'urologue, en fonction de la physiologie du patient. Et en plus, c'est un produit qui est valable à la fois pour l'homme et la femme. Alors que le produit actuellement sur le marché, c'est Boston Scientific, comme une grosse société, l'a jamais enregistré pour la femme aux États-Unis. C'est un produit, je ne sais pas si on parle de durée de vie, mais c'est un produit qu'il faut remplacer régulièrement, un peu, pas du tout. Tous les 10 ans, on a une batterie qui dure, pour le moment, on l'a testée, avec 7 ouvertures par jour, fermeture, ce qui est correct. Sur 12 ans, on déclare 10 ans pour être sûr. Et il faut juste remplacer le petit boîtier, donc de nouveau une petite incision, 30 minutes. Et c'est en place. Ah, mais c'est incroyable parce que c'est un besoin, mais énorme. Mais c'est un sujet macro. Vous l'avez dit. On parle de démographie en ce moment avec le vieillissement de la population mondiale. Voilà, je retiens c'est un vrai souci et on espère vraiment le régler et aider les patients parce que c'est une honte. C'est vraiment une maladie honteuse. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas diagnostiquée correctement et pas bien traitée. On peut tout à fait comprendre. C'est pas le produit qui vous rapportera tout de suite de l'argent. C'est plutôt dans les indications cardiaques. C'est ça que vous avez un produit qui arrivera peut-être. Il est prévu d'être sur le marché en 2023. Donc d'accord. On est en phase clinique. Ok. Alors la cardiologie, on est dans une indication qui est la régurgitation mitrale. Petit cours de cardiologie simple. Dans le cœur, on a 4 valves, dont la valve mitrale. On parle là. La valve mitrale, c'est ce qui fait passer le sang entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Le ventricule gauche, on peut imaginer que c'est le moteur du cœur, puisque c'est ce qui va permettre de réalimenter l'ensemble des organes. Et donc, si vous avez une déficience à ce niveau-là, ça amène une insuffisance cardiaque. Et cette fois, on est vraiment sur une pathologie mortelle, invalidante. Pareil, prévalence, 2% de la population de plus de 30 ans. Donc, c'est une prévalence très forte, avec des gros besoins. Il y a 2 solutions. Quand vous avez cette régurgitation, en gros, ça veut dire la valve ne s'ouvre et ne se ferme pas bien. Le sang reflue. Alors, soit il reflue jusqu'au poumon, c'est un problème. Soit, en fait, il ne passe pas bien dans le ventricule,
le ventricule travaille trop, se fatigue, insuffisance cardiaque. Mes cardiologues seraient... Ouais. Je pense que c'est important de bien comprendre. Oui, bien sûr. C'est cette pathologie-là. Et donc, il y a deux solutions pour le traiter. Soit on répare la valve, soit on la remplace. Et nous, on a également une caractéristique, c'est qu'on a décidé de gérer les deux problèmes. Donc, on a un produit de réparation et un produit de remplacement. D'accord. Et là, vous adressez quelle population? Alors, sur la population qui développe effectivement cette pathologie, ce type d'insuffisance, là aussi, il y a des insuffisances bénignes, modérées, beaucoup plus sévères. Avec quel taux de mortalité qu'on peut résoudre? Il y a un taux de mortalité important au fur et à mesure que ça se développe. Ça traîne une insuffisance. Alors, il y a plusieurs types d'insuffisance. Bien sûr. Ça peut être dû à différents problèmes. Ça peut être génétique, il peut y avoir des problèmes de bactéries, il peut y avoir des problèmes d'infractus, enfin, différents nombres de problèmes. Mais nous, ce que l'on traite dans la réparation, l'intérêt, c'est qu'il existe des anneaux, tout simplement, qui viennent réduire la taille de la valve et donc limiter et arrêter la régurgitation. Le problème, c'est que la maladie, elle évolue. Mais l'anneau, il est fixe. Nous, on a inventé un anneau qui évolue avec la maladie. Et qui se règle après, en fonction de l'évolution, sans intervention chirurgicale, simplement avec un cardiologue en 30 minutes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, peut-être un peu plus sophistiquée, c'est la valve mitrale. Vous savez qu'on remplace les valves aortiques actuellement, sans faire d'opération à cœur ouvert. Ça s'appelle la TAVI, la transcathéter aortic valve. Nous, on développe une valve mitrale transcathéter, implantable, sans opération à cœur ouvert, et qui permet de venir remplacer. Et quand on dit remplacer, c'est positionner un dispositif à la place de la valve, dans la valve malade. Et on le fait de manière transapicale. Et on a une caractéristique, comme tous nos produits différenciants, c'est qu'on est les seuls, et c'est un peu l'exemple de Carmat d'ailleurs, à faire une valve qui ressemble à la valve physiologique. Bioprothétique, c'est ça? Bioprothétique également. Exactement. Donc on a repris un peu ce modèle-là, et ça permet de recréer le flux sanguin dans le ventricule et de redonner. Alors on est en étude clinique dans ces deux produits. Le premier, on devrait être sur le marché en 2023, donc on est proche du marché. Et la valve, ça va prendre un peu plus de temps. On rentre en clinique, on a l'autorisation en Espagne, en Autriche et en Italie. On va implanter les premiers patients. Et là, on est sur une échéance de probablement 2025. Et là, vous parlez d'un marquage CE pour accéder commercialement au marché européen d'abord? D'abord. Alors, sur Artus, on va également faire des études l'urologie, urologie pour les États-Unis, avec, j'ai dit 2023 en Europe, on espère 2024 pour les États-Unis. Pour la valve, on va le faire en parallèle. Et donc, fin 2000, on est encore sur quelques trimestres, 2025, début 2026, à la fois aux États-Unis et en Europe. Merci beaucoup Michel Finance d'être venu nous parler d'Affluent Medical, de ces dispositifs médicaux, ces prothèses innovantes dans le domaine de la cardiologie, dans le domaine de l'urologie également, et cette introduction en bourse qui aura bien lieu donc le 14 juin prochain. Vous êtes en pleine période de souscription en ce moment pour lever entre 33 et peut-être jusqu'à 43 millions d'euros en fonction de l'exercice des options de surallocation pour Affluent Medical, donc qui sera coté sur le marché Euronext. C'est pas Euronext Growth, c'est Euronext. On a des ambitions en termes de valorisation. Et voilà, c'est ça, le vrai marché parisien, pas l'antichambre d'Euronext. Non, ce sera Euronext tout court le 14 juin prochain. Michel Finance, le PDG d'Affluent Medical, qui était avec nous dans les derniers quarts d'heure de Smart Bourse ce soir sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.